Nous venons d'assister donc à la projection du film On achève bien les gros, un film de Gabrielle Dédier qui nous a rejoints pour échanger avec elle sur ce film, ce documentaire qu'elle a réalisé. Mais avant de lui donner la parole, je vais présenter Gabrielle Dédier, car elle est essayiste, écrivaine, romancière, journaliste, documentariste. Elle vit aujourd'hui à Paris, mais c'est aussi la régionale de l'Étape pour nous, puisque vous savez que la Ligue de l'obésité a été créée à Montpellier et que c'est à Montpellier qu'elle a fait ses études parce que Gabrielle est native du Gard et plus précisément d'Uzès. Gabrielle, vous avez d'abord créé le webzine culturel Ginette Le Mag avant de vous lancer dans l'écriture de votre premier ouvrage, On ne n'est pas grosse, paru en 2017 aux éditions de La Goutte d'Or. Le livre, dans lequel vous brisez le tabou de la grossophobie, rencontre un succès immédiat. La presse est unanime. En 2019, vous participez à la série documentaire de France Culture, la série intitulée Place au gros. Et dans la foulée, vous réalisez ce documentaire en collaboration avec Laurent Foella et Valentine Auberti, On achève bien les gros, qui prend directement appui sur votre livre. Ce film que nous venons de voir, ou pour certains de revoir, a été diffusé sur Arte de juin à octobre et son audience est remarquable parce que sur la seule chaîne YouTube, vous approchez le 1 million de vues. Une sacrée performance qui prouve que nous avons bien fait de vous accueillir sur ce plateau des idées fortes, le 5e congrès de la Ligue contre l'obésité. Mais allons droit au but, Gabrielle. Pourquoi avoir accepté de tourner le documentaire On achève bien les gros? Alors en fait, quand moi j'ai écrit On ne n'est pas grosse, quand j'ai travaillé sur cet essai, l'idée c'était de faire une sorte de cycle de réflexion sur la grossophobie et donc de décliner le sujet de la grossophobie sur plusieurs supports. Donc ça a toujours été pensé dans l'idée, je fais un essai, je fais un docu, je fais des films si je peux, je fais des romans si je peux, mais en fait je décline ce sujet-là que je travaille sur un temps donné. Et juste pour avoir accès à des publics qui sont différents, les gens qui voient le film n'ont peut-être pas lu le livre, inversement. Et puis c'est intéressant de travailler ce sujet qui honnêtement, il n'y avait pas grand-chose sur cette thématique de la grossophobie et apporter cette voix et décliner ce sujet, c'était l'assurance d'avoir le plus d'audience possible et d'avoir le plus de répercussions possible en fait. Dans le documentaire, vous dites, parce que vous parlez évidemment beaucoup de grossophobie, mais pas que, dans le documentaire, vous affirmez que le mot gros n'est pas une insulte. Alors pourquoi alors le regard porté sur les personnes à forte corpulence est biaisé selon vous? Le regard qu'on porte sur les gros est biaisé parce qu'en fait, on attribue aux gros tous les vices à peu près de la terre. On leur attribue quasiment tous les péchés capitaux, la gourmandise, la luxure, la paresse. Et en fait, ce corps gros, il renvoie à quelque chose. Enfin, on sait que les gros sont si stigmatisés et on n'a pas envie de l'être parce qu'on sait ce que ça va être d'être gros. On sait qu'à partir de 4 ans, les enfants savent que être gros, c'est être rejeté du groupe. Et donc, en fait, les gens qui rejettent ce gros, en fait, je pense que ça répond chez eux à des angoisses particulières, mais aussi à tous ces stigmates que portent les gros et tous ces clichés et toutes ces idées reçues qu'il y a sur les gros. Vous avez souvent dit « J'ai décidé d'écrire pour ne plus m'excuser d'exister ». Le mal était si profond. Oui, honnêtement, le mal était vraiment profond parce que je comprenais plus ma vie, en fait. Je comprenais pas pourquoi moi qui avais joué le jeu d'aller à l'école, de faire des études, qui avait joué le jeu de faire de l'associatif, d'être hyper active dans plein de domaines, d'être celle sur qui les profs misaient, d'être toujours motivée. En fait, je comprenais pas ma vie, je comprenais pas pourquoi j'accédais pas à l'emploi, pourquoi quand j'y accédais, je me faisais systématiement maltraiter et pour moi, ça, en fait, c'était vraiment devenu étouffant parce que quand je crée le webzine Ginette Le Mag, j'ai 35 ans et j'ai eu que des jobs étudiants en fait. J'ai eu que des jobs précaires. J'ai jamais eu de job qui était en relation avec mes études, que ce soit de cinéma ou de sciences politiques. Donc oui, le mal était là et j'avais vraiment,
moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais c'était difficile à expliquer quand j'en parlais aux autres. Ils me disaient que peut-être c'était moi qui surinterprétais cette discrimination, qu'elle n'était pas aussi évidente que ça, et que c'était peut-être moi qui savais pas m'adapter, et que c'était peut-être moi qui était moins compétente. Et donc oui, en fait, le mal était profond. Ça vous faisait culpabiliser? Oui, oui, j'ai toujours culpabilisé d'être grosse. Il a vraiment fallu que je rencontre cet endocrinologue, et encore, je pense qu'il y a encore quelque part au fond de moi quelqu'un qui culpabilise parfois quand je vois que je peux pas accéder quand je vois que je peux pas accéder correctement à un siège dans un cinéma, par exemple, enfin ce genre de choses. Mais oui, j'ai beaucoup culpabilisé d'être grosse. Aujourd'hui, je ne culpabilise plus, et aujourd'hui, en fait, je n'ai plus honte de dire que je suis grosse. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis fière d'être grosse. En fait, je n'ai ni fierté ni honte à être qui je suis. Ce livre et ce documentaire vous ont-ils aidé à affronter les tabous et votre passé? Le livre m'a beaucoup aidé à affronter. En fait, le livre m'a obligée à faire cet état des lieux que je refusais, parce que je ne vais pas vous mentir, avant d'écrire le livre, je crois qu'il y avait une part de moi qui était dans le déni de cette obésité, en fait. Et je pense que ma tête avait totalement coupé de mon corps. Et donc, je me reconnaissais pas dans ce corps gros. Et, euh, et il a fallu aussi que j'accepte et que j'admette que j'avais aussi des troubles du comportement alimentaire. Ça, c'était vraiment le gros sujet tabou par excellence qu'il y avait chez moi. Et écrire ce livre, enfin, pour l'écrire, il a fallu que j'affronte ça, et ça a été assez douloureux. Enfin, physiquement, j'ai somatisé. Hein, enfin, vraiment, je suis passée par des étapes où j'avais des plaques d'eczéma, où je perdais mes cheveux, où j'avais des vomissements. J'avais vraiment, mon corps ne supportait pas cette idée de devoir bah, de devoir faire front en fait aux démons qui me rongeaient et qui étaient ces troubles du comportement alimentaire. Mais une fois en fait que j'ai fini d'écrire mon livre et que je l'ai donné à mes éditeurs, c'est comme si ça avait, enfin je sais pas, c'est comme s'il y avait eu un acte un peu magique, un peu symbolique, où ce qui avait été une honte et un lourd secret ne l'était plus. Et aujourd'hui, en fait, je peux en parler sans être dans l'émotion. Aujourd'hui, je peux l'analyser. Aujourd'hui, je peux travailler dessus, ce qui n'était pas le cas avant. Et le documentaire, lui, il m'a permis de montrer ce corps, parce que dans le livre, on le suppose. Mais dans le documentaire, je le montre. Et le choix du maillot de bain, c'était aussi pour montrer ce corps gros et regarder face caméra les gens, en fait. Oui, oui, on se souvient de cette image forte au bord de la piscine, effectivement. Mais revenons un peu en arrière. Vous dites le secret lourd à porter. Je crois que les années lycée ont été déterminantes. Oui, les années des lycées, vraiment, les années lycée ont été déterminantes parce que moi, j'étais cette fille qui pesait 65 kilos, alors pour 1,54 m, mais qui était très sportive, très musclée, et qui en fait, euh, enfin, moi, je vivais pas forcément mon corps très mal, mais je savais ce qu'on me disait, et je me comparais aussi. Je me comparais beaucoup dans les vestiaires je faisais beaucoup de volleyball, et je me comparais beaucoup aux filles dans les vestiaires, et je voyais très bien que moi, j'étais massive, même si à l'époque, encore une fois, j'étais hyper musclée. Et en fait, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? ce qui s'est passé, c'est vraiment un ensemble de choses. C'est ma mère qui s'inquiète parce que je suis quand même en surpoids. Et il se trouve que la sœur aînée de ma mère avait eu de gros problèmes de surpoids, et a passé quasiment la moitié de sa vie dans des cures, des centres de cure amaigrissantes. Donc, je sais que ma mère avait cette angoisse que ça m'arrive à moi aussi, parce que sa sœur avait des problèmes qui étaient liés à son obésité, notamment des problèmes de mobilité. Et donc, je sais que c'était une angoisse chez ma mère. Et à côté de ça, j'avais aussi mon entraîneur de volley qui un jour me dit on avait reçu des maillots pour l'équipe, et c'était taille unique, et moi ça me boudinait, et donc il m'avait dit Gabi, on va faire des abdos, tu vas courir plus, tu vas faire ceci, cela. Et
Et en parallèle, il y a aussi cette adolescence où il y a les hormones qui parlent aussi. Il y a le, j'ai pas de petits copains, je comprends pas pourquoi, se comparer. Donc les années lycée, les années de l'adolescence, ça a vraiment été le moment, ouais, le moment charnière en fait, qui fait que il va y avoir ce premier régime en fait. Voilà, et c'est un élément déclenchant, le premier régime? Mais totalement, totalement, parce qu'avant ce premier régime, j'avais pas de troubles de comportement alimentaire. J'étais gourmande, enfin, donc oui, s'il y avait des frites, je préférais en prendre 2 fois qu'une fois, j'avoue, mais j'avais pas des frites tous les jours à la maison non plus. Donc voilà, et en fait, je suis passée du stade de la fille qui est un peu gourmande mais qui n'a pas de troubles particuliers à cette privation totale, soudaine qui arrive à moi qui pense que je dois perdre 10 kilos, le médecin de l'époque me dit qu'il faut en perdre 20. Donc, pour moi, d'un coup, c'est une montagne à devoir surmonter. Et puis, pour rappeler le contexte, on est dans les années 90 et les diètes des années 90, c'est pas... c'était quelque chose de beaucoup plus strict et de beaucoup plus dur. Enfin, il y avait des diètes à 900 calories jour quand même. Hein. Donc voilà, on était vraiment dans un monde assez particulier. Ok. Et donc, j'ai cru comprendre aussi que vous avez été victime d'une erreur un peu de jugement du médecin. Tout à fait. En fait, ce qu'on ne savait pas quand j'étais adolescente, c'est que j'avais une maladie des ovaires qui s'appelle un syndrome des ovaires polykystiques. Et il se trouve qu'à l'époque, le médecin a diagnostiqué une maladie des glandes surrénales. Donc, il y a eu un mauvais diagnostic et donc j'ai eu des traitements hormonaux et qui n'étaient pas du tout adaptés. Et j'ai eu un emballement en fait de mon corps où d'un coup j'ai eu une sorte de furonculose, j'ai eu vraiment des furoncles à peu près partout et j'ai pris du poids et donc j'ai vraiment pris beaucoup de poids en quelques mois avec ce premier traitement hormonal. Et c'est à ce moment-là que l'endocrinologue de l'époque, il durcit mon régime. Et c'est en durcissant ce régime que mon rapport à l'alimentation devient déviant en fait et totalement pathologique. D'accord. Je crois savoir que, et d'ailleurs on le voit dans le documentaire, que vous êtes retourné, si j'ose dire, sur les lieux gardois, et cette fois pour faire la sensibilisation aux élèves du lycée d'Uzès aux questions de grossophobie. Oui, en fait. Comment ça s'est passé? Alors, honnêtement, j'avais pas très envie d'y aller. Moi, j'avais déjà fait cet exercice, mais en région parisienne, et du coup, j'étais détachée émotionnellement de tout ça. Et comment ça s'est passé? Enfin, j'avais ma prof d'anglais du lycée, Madame Bossonnet, une super prof d'anglais qui m'avait reconnue quand j'ai écrit mon livre, et donc qui m'avait écrit et qui avait repris contact. Et donc depuis, j'étais en contact régulier avec Madame Bossonnet. Et c'est comme ça que l'idée s'est faite, en fait, de venir voir, de retourner sur les lieux de mon lycée. Ce qui n'était pas prévu, c'est que je sois dans l'émotion parce que comme moi, j'intervenais déjà en région parisienne, j'étais intervenue 2 fois et ça s'était juste bien passé, sans larmes, sans quoi que ce soit. Je n'imaginais pas qu'en allant à Uzès, ça me ferait la même chose. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je pense que mon corps a parlé en fait et que j'ai compris que tous les traumas n'avaient pas été évacués. Vous étiez vraiment sur les traces de votre enfance. Ouais, je crois qu'en fait, il s'est passé quelque chose à ce moment-là et que à l'époque, en fait, quand j'étais adolescente et que j'ai pris tous ces kilos, parce que sur 9 mois, j'avais doublé mon poids quand même. Hein. J'étais passée de 65 à 125 kilos. Donc, c'était quand même très dur à vivre. Et en fait, j'avais développé des phobies scolaires. Et donc, à l'époque, mon corps m'empêchait d'aller au lycée. Et sauf que, évidemment, j'avais pas ce recul-là pour comprendre. Enfin, j'avais des douleurs au dos qui m'empêchaient de marcher. J'avais ce genre de douleurs-là. Et donc, je me disais que c'était mon poids. Sauf que,
quand je me retrouve 25 ans plus tard dans la cour du lycée, j'ai les mêmes douleurs et ce même empêchement de pouvoir y rentrer et je pensais pas que ça me mettrait dans tel état. Justement, vous parlez de douleur. Est-ce que le poids d'une personne est souvent remis en cause lorsqu'elle expose ses problèmes de santé devant les médecins? Est-ce que c'est aussi de la grossophobie pour vous? En fait, pour moi, c'est de la grossophobie quand c'est systématique. Parce que, évidemment, on n'est pas idiot. On sait qu'on a des comorbidités qui peuvent être associées à notre surpoids. Enfin, c'est un peu le b.a.-ba. Là où ça devient grossophobe, c'est quand c'est systématique, en fait. Pour moi, ce qui est grossophobe, c'est quand je vais chez le dentiste et que le dentiste veut pas que je me mette sur son siège parce qu'il a peur que je le casse, ou qui me disent qu'il faut pas se laver les dents avec du caramel. Ça, c'est grossophobe. Ce qui est grossophobe, c'est pas de dire à son patient que oui, effectivement, son surpoids peut engendrer plus tard des comorbidités. Ça, c'est pas grossophobe. Ce qui est grossophobe, c'est de le traiter différemment et de tout mettre sur le surpoids. Moi, je suis allée quand même une fois chez un médecin généraliste pour une otite. J'en suis ressortie avec une ordonnance pour aller voir un chirurgien bariatrique. Ça, c'est pas possible, en fait. Par exemple, les peser systématiquement la personne alors qu'elle vient pour autre chose. Il y a un moment, le médecin, on le sait, on le voit que je suis grosse, donc on n'a pas besoin de me peser systématiquement, en fait. Mais d'ailleurs, je me rends compte que de plus en plus, les médecins ne le proposent pas. Moi, je sais que la dernière fois que je me suis pesée chez le médecin, c'est moi qui ai demandé au médecin de me peser pour savoir où j'en étais. Donc, il y a quand même des choses qui commencent à évoluer, mais effectivement, il y a des comportements qui sont totalement indignes de la part de certains médecins. Évidemment, je ne mets pas tous les médecins dans le même panier. Vous parlez de chirurgie bariatrique. On sait que vous n'êtes pas une grande adepte de la chirurgie de l'obésité. Quel regard vous portez sur cette opération qui vise à transformer le corps? Moi, j'en suis pas une adepte parce que je pense que c'est pareil. On n'a pas à systématiser cette chirurgie bariatrique. Et là, on voit que chaque année, le nombre d'opérations augmente et que les profils, en fait, tous les profils ne sont pas de bons profils pour opérer. Et en fait, je pense que c'est plus compliqué que d'être pour ou contre la chirurgie bariatrique. Moi, j'estime que j'ai pas à être pour ou contre. Je sais que pour moi, je n'en veux pas. Mais je sais que je n'en veux pas parce que je sais que je ne suis pas la bonne patiente, en fait. Je sais que j'ai trop de choses à régler et que me réduire la taille de l'estomac ne réglera pas ce pourquoi je mange aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est pas le cas pour certaines personnes pour qui en fait le problème est vraiment dans le fait de juste trop manger. Et donc le regard que je porte là-dessus, c'est qu'il faut qu'on fasse attention, qu'il faut qu'on ça doit pas être systématique. Moi, je suis effrayée quand je vois qu'on opère des gens de plus en plus minces. De plus en plus minces, ça peut paraître absurde ce que je suis en train de dire vu qu'on opère des personnes obèses. Mais parfois, je me demande si le bénéfice pour 28 kilos vaut le coup, en fait. Donc, j'ai ce regard-là et en fait, je pense aussi qu'il faut être hyper transparent avec la chirurgie bariatrique. Je pense qu'il faut être transparent sur les résultats. Alors, on parle de taux d'échec, par exemple, pour les reprises de poids, mais on ne parle pas de l'impact aussi dans la vie. Il n'y a pas que la reprise de poids. Alors, il peut y avoir des tas de dysfonctionnements qui surviennent, mais il y a aussi un taux de suicide augmenté chez les opérés. Il y a aussi les taux de divorce. Il y a aussi le report des addictions pour ceux qui avaient des addictions. Et donc, le report de la nourriture sur l'alcool ou sur le sexe ou sur le jeu. Donc, moi, je suis pas contre par principe, même si pour moi, c'est complètement aberrant. Mais évidemment, je n'ai pas à me positionner de si je suis pour ou contre, mais je suis pour une transparence totale, en fait. Est-ce que vous avez des nouvelles du garçon qui s'est fait opérer, je crois, à Lille et dont vous avez fait l'interview dans votre documentaire? Oui, Maxime, écoutez, ça fait quasiment pile poil 1 an qu'il s'est fait opérer. Je crois qu'il s'était fait opérer en novembre l'année dernière. Oui. Et Maxime est content parce que Maxime a perdu 70 kilos à peu près.
Et il a pu, il est en train de gagner en mobilité parce qu'il avait vraiment une obésité qui était massive, importante, qui l'empêchait de se mouvoir correctement. Et donc là, il est en train de gagner justement en mobilité. Il fait du sport, il fait une formation pour travailler. Donc Maxime va bien et Maxime est content, ouais. Ouais, ben, on est heureux pour lui. Une paire de dernières questions, si vous permettez, sur la grossophobie notamment. Comment, d'après vous, arriver à populariser et à banaliser un peu la grossophobie? Je pense en fait que c'est comme tout, plus on en parle et plus c'est important. Enfin, je pense que c'est nécessaire, par exemple, qu'il y ait des reportages, qu'il y ait des livres, qu'il y ait tout ceci, mais qu'il y ait aussi, comme vous le faites là, des discussions autour de la grossophobie. Et surtout, j'ai envie de dire aux gens que c'est pas antinomique de la lutte contre l'obésité, en fait. Qu'on peut très bien parler de grossophobie et de lutte contre l'obésité. Il y a des gens qui ont encore peur, en fait, qui croient que si on parle de grossophobie, on va encourager ou je ne sais quoi, ou faire une apologie. Enfin, il y a encore des gens qui sont effrayés par rapport à ça. Et moi, je pense que plus on va en parler, plus on va faire de campagnes de prévention et mieux ce sera. Et je pense que les pouvoirs publics ont aussi beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, mais que ce soit au niveau de la santé, mais pas que. Je pense qu'au niveau de l'emploi, c'est aussi très important parce que les discriminations à l'emploi des personnes obèses, elles sont importantes. Hein. Une femme obèse, elle est 8 fois moins employable qu'une femme qui ne l'est pas, et un homme obèse est 3 fois moins employable qu'un homme qui ne l'est pas. Donc, je pense qu'il y a des vraies mesures à prendre, et notamment que les personnes victimes de grossophobie le disent et le fassent remonter, parce que, il faut qu'on ait du matériau en fait pour pouvoir traiter le sujet. Il faut qu'on ait des retours en fait, et que en contrepartie, on punisse pour discrimination à l'embauche ceux qui discriminent en fait. Vous pouvez nous donner quelques informations sur votre actualité et vos projets? Oui, écoutez, dans le documentaire, je parle d'un livre qui s'appelle Métabo et je suis en train de l'écrire et il sortira en 2021. Alors, on n'a pas de date, mais il sortira en 2021. Et il y aura d'autres projets probablement autour de Métabo et de l'univers de Métabo qui tourneront autour. Et voilà. Et donc, je suis en train de finir ce livre. Si vous permettez, la trame de Métabo. La trame de Métabo, c'est une dystopie où on vit dans une dictature hygiéniste où l'obésité a été interdite. Voilà. C'est un peu l'esprit du livre L'épidémie. Oui, c'est un peu l'esprit du livre L'épidémie, sauf que ça se passe dans un jeu de télé-réalité en fait. Gabriel Dédier, en tout cas, merci d'avoir été l'invité du Congrès des idées fortes organisé par la Ligue contre l'obésité. Vraiment un grand merci d'avoir consacré du temps à cette interview et avoir passé du temps à commenter votre documentaire. Merci encore de votre visite et on vous dit à très très bientôt, probablement autour de Métabo. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est très gentil. Au revoir. Au revoir.